Nous avons tous entendu, à un moment ou à un autre, parler de la façon horrible dont certains aliments sont fabriqués. Les mythes sur les chats dans la nourriture chinoise et les excréments de rats dans la sauce spaghetti ont fait tourner l'estomac de certaines personnes et les ont empêchés de profiter de leur repas. Mais que se passerait-il si nous connaissions vraiment les choses que nous mangeons et la manière dont elles sont fabriquées? Retournerions-nous à les manger ou à les boire? À vous de décider, alors que nous vous présentons 15 aliments que vous n'achèterez plus jamais après avoir appris comment ils sont fabriqués. Numéro 15. La boisson alcoolisée, numéro 1 pour les fans de football. La boisson alcoolisée la plus populaire au monde, la bière, est consommée depuis plus de 7000 ans. Que ce soit pour retrouver des amis ou regarder un grand match à la maison, elle est appréciée par des millions de personnes. Beaucoup de gens pensent à la bière en termes de houblon, d'orge, d'eau et de levure, mais ne considèrent pas les additifs supplémentaires. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans votre bière? Peut-être une substance appelée isinglass. De nombreuses brasseries utilisent de l'isinglass. Il s'agit d'une substance semblable à de la gélatine, fabriquée en séchant et en traitant les vessies natatoires de certains poissons. Dans un processus appelé flocculation, l'isinglass est encore utilisé car il peut rendre la bière plus claire et plus brillante. Pendant la fabrication, la levure mange le sucre de la bière, produisant de l'alcool, du dioxyde de carbone et un peu de sédiment. Une fois le processus terminé, certains brasseurs ajoutent de l'isinglass à la bière, car il lie les particules de levure flottantes dans une sorte de gelée qui descend au fond du liquide. Bien qu'il y ait très peu de chances que de l'isinglass atteigne votre verre, l'utilisation de produits d'origine animale dans le processus suffit à faire en sorte que de nombreux végétariens et végétaliens évitent la bière. L'isinglass peut rendre la bière plus brillante et plus claire, mais cela peut aussi affecter le goût. Une bière trouble n'indique pas toujours qu'il s'agit d'une mauvaise pinte, et en essayant de rendre la bière plus brillante, vous pourriez enlever certains éléments qui aident à améliorer son goût. Numéro 14. Pas de champignons. L'un des garnitures de pizza les plus populaires est les champignons. Ils sont délicieux et il existe de nombreuses façons de les préparer. Que ce soit des champignons farcis ou comme garniture sur un hamburger, ils peuvent être utilisés dans de nombreux plats. Mais comment sont-ils réellement préparés? Les champignons en conserve peuvent contenir des asticots. Si vous avez déjà mangé des champignons en conserve, il est probable que vous ayez également ingéré accidentellement un ou deux asticots. La Food and Drug Administration permet jusqu'à 19 asticots et 74 acariens dans chaque boîte de champignons de 100 grammes avant d'intervenir pour la sécurité de nos aliments. Pire encore, cela ne s'arrête pas aux champignons. On peut les trouver dans des boîtes de tomates, de sauces pour pâtes ou pizza, et même de cerises maraschino. Selon E.J. Levy, contributeur au New York Times, vous ingérez probablement 1 à 2 livres de mouches, d'asticots et d'acariens chaque année sans le savoir. Si cela présente un avantage, c'est que les asticots sont totalement comestibles et sans danger. Cependant, si vous ne souhaitez pas prendre le risque de consommer des créatures indésirables dans votre nourriture, vous pouvez toujours acheter des produits frais et être certain de manger un repas sans bestiole. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification tout de suite. Sinon, un mille-pattes grimpera sur votre visage pendant que vous dormez. Il est temps de découvrir le choix du jour de l'abonné. Si vous tombiez sur ce paquet dans le supermarché, quelle serait votre réaction immédiate? Cette photo a été prise par un client préoccupé en Allemagne et il ne voulait pas l'acheter car cela le dégoûtait. Il existe des théories selon lesquelles ce ne serait même pas de la viande, mais du fromage ou quelque chose d'autre conçu pour ressembler à un pied humain. Qu'en pensez-vous? Et pourquoi pensez-vous qu'un magasin vendrait un produit comme celui-ci? Si vous découvriez que c'était un produit totalement sûr et comestible, l'achèteriez-vous par curiosité ou vous éloigneriez-vous en courant? N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag choix de l'abonné et faites-nous savoir ce que vous en pensez. Passons maintenant au sujet suivant. Numéro 13. Pas pour moi, merci. Parfois, lorsque nous sommes malades, un régime alimentaire restrictif est recommandé par un médecin. Souvent, ce régime permet de manger de la gélatine et la saveur sucrée aide à réduire certaines envies liées au régime. Parfois, nous aimons faire des s'mores avec des guimauves grillées.
La saveur combinée avec du chocolat et des biscuits Graham pourrait être considérée comme emblématique d'une certaine manière. Mais de quoi sont faites les guimauves et la gélatine? Ces deux aliments contiennent de la gélatine. La gélatine est un ingrédient fabriqué en prenant les peaux et les os de porc, de vache et de poisson, en les faisant bouillir puis en les séchant. Ce qui est fabriqué à partir de ce processus est ensuite traité avec une substance fortement acide ou basique. Ensuite, il est filtré pour éliminer le collagène ou les tissus conjonctifs. Le collagène est séché et réduit en poudre pour devenir de la gélatine. Contrairement aux rumeurs populaires, la gélatine n'est pas fabriquée à partir de sabots d'animaux, mais cela ne la rend pas vraiment meilleure. Cependant, il y a des avantages à la gélatine. Elle contient de l'acide glutamique que le corps peut transformer en glutamine. Cette substance peut aider à promouvoir une muqueuse saine dans l'estomac et favoriser la digestion. De plus, une étude de 2014 a indiqué que la glycine, un acide aminé contenu dans la gélatine, pourrait aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à mieux gérer la maladie. Malheureusement, de nombreux aliments à base de gélatine contiennent également beaucoup de sucre, de sorte qu'ils ne conviennent pas aux diabétiques de type 2. Numéro 12. Cette sauce que personne ne peut prononcer. Sauce Worcestershire. Cette sauce est couramment utilisée comme ingrédient dans les marinades et peut être brossée sur la viande, le poisson ou le poulet pendant la cuisson, qu'il soit grillé, frit ou cuit au four. Vous pouvez même l'utiliser pour griller ou faire sauter des légumes. La sauce Worcestershire peut également être utilisée comme condiment sur des sandwichs et des fruits de mer ou comme assaisonnement pour les salades. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce célèbre? Des anchois. La véritable sauce Worcestershire contient des ingrédients tels que des oignons, de la mélasse et beaucoup d'assaisonnement. Et l'ingrédient principal est l'anchois. Mais la sauce ne contient pas n'importe quels anchois. Elle contient des anchois qui ont fermenté dans du vinaigre pendant environ 18 mois. Comment ce processus a été découvert est encore plus dégoûtant. Lea Perrin est la première entreprise à avoir fabriqué la sauce Worcestershire, et elle a commencé dans les années 1830. L'une des premières tentatives des chimistes Lea et Perrin était tellement horrible qu'ils l'ont mise dans la cave et l'ont laissée là. Des mois plus tard, lorsqu'ils sont allés la jeter, ils ont d'abord décidé de la goûter. Pourquoi ont-ils fait cela? Nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont découvert qu'elle avait mûri pour devenir quelque chose de plutôt délicieux. Mis à part le fait que de nombreuses personnes n'aiment pas les anchois, il est encore plus difficile de penser au fait que cela a été laissé dans du vinaigre pendant 1 an et demi pour faire une sauce qu'ils utilisent tout couramment. Peut-être qu'ils penseront la prochaine fois à ajouter simplement des épices à leur steak à la place. Numéro 11. Le lapin de Pâques m'a apporté quoi? Mangeriez-vous de la shellac? Si vous ne savez pas ce que c'est la même substance utilisée pour ajouter une finition transparente aux meubles en bois, ainsi que pour fixer des bijoux et réparer des poteries cassées. La shellac provient de la femelle lacbug. La lacbug boit de la sève d'arbre, puis sécrète une résine qui est récoltée à l'endroit où elle est déposée sur les arbres. Elle est traitée, dissoute dans de l'éthanol, puis pulvérisée sur ce qui en a besoin. L'un des aliments qui en ont besoin est les bonbons en gelée. Enrober les bonbons en gelée de shellac garde leur intérieur mou et leur extérieur brillant, ferme et plus résistant à la fonte. Souvent connue sous le nom de glaçage de confiseur, elle est également utilisée dans d'autres bonbons, tels que Whoppers, Milk Duds, Raisinet, Junior Mints, Mike and Ike's et certains chocolats Godiva. Les grains de café et les fruits frais, tels que les oranges et les avocats, sont parfois enrobés de shellac pour des raisons similaires. Il faut environ 150 000 insectes pour sécréter suffisamment de résine pour produire seulement une livre de shellac. Et s'il y a un rayon de lumière, c'est que la résine du lacbug n'est pas des excréments. Les gens ont confondu le mot sécrétion avec le mot excrétion parce qu'ils se ressemblent, ce qui a conduit à une idée fausse selon laquelle la shellac est faite de crottes d'insectes. Numéro 10. Tranché ou non? Non merci. Le pain tranché est l'un des aliments les plus populaires vendus en magasin. Utilisé pour les sandwichs et les toasts, il serait rare de voir une maison sans la plus grande invention depuis elle-même sur une étagère. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le pain tranché peut rester sur une étagère de magasin, puis sur votre comptoir pendant des jours sans moisir?
La réponse est la L-cystéine. La L-cystéine est le plus souvent synthétisée à partir de cheveux humains. Elle peut également être dérivée de sources animales telles que les plumes d'oie et de canard, les poils de porc et les sabots. La L-cystéine est créée en faisant bouillir le matériau brut, les plumes ou les cheveux, dans de l'acide chlorhydrique concentré et du charbon actif. Cela est ensuite suivi par une électrolyse, un processus par lequel un courant électrique est passé à travers une substance pour provoquer un changement chimique. Un des inconvénients de cette approche est le besoin d'une grande quantité d'acide sulfurique concentré et d'eau. Mis à part le fait que les cheveux, plumes ou sabots peuvent en faire partie, un autre inconvénient est que le produit fini n'est pas cacheur et n'est pas adapté au régime végétalien. Avec ces connaissances, on pourrait dire que le pain frais de la boulangerie, que vous devez trancher vous-même, est la meilleure chose depuis, le pain tranché. Numéro 9. Ne plus jamais utiliser ce colorant. Si vous avez déjà mangé de la réglisse ou du yaourt à la framboise, vous avez probablement remarqué l'apparence rouge vif. D'autres aliments, y compris les cerises maraschino et le gâteau en velours rouge, ont également un colorant rouge visible. Alors quel est exactement ce colorant rouge? Le colorant rouge provient de la cochenille. La cochenille est fabriquée à partir d'insectes portant le même nom. Ce sont des insectes ovales d'environ 0,2 pouces de long qui sont récoltés et transformés en colorants naturels. Les cochenilles sont de petits insectes dodus qui se nourrissent de cactus de poires de cactus. Ce sont des insectes qui sucent la sève des plantes avec de petites pièces buccales perforantes. Ils appartiennent au même ordre d'insectes que les pucerons, les cigales et les sauterelles. Le colorant cochenille, également connu sous le nom de carmin ou rouge naturel 4 sur certaines étiquettes, est utilisé pour colorer les aliments, les textiles et les cosmétiques depuis des siècles. Le colorant a été découvert pour la première fois par les Aztèques, qui l'utilisaient pour teindre les tissus. Les insectes sont récoltés, puis séchés, écrasés et traités avec une solution alcoolique pour fabriquer le colorant. Chaque livre de colorant contient environ 70 000 insectes. L'utilisation de l'acide carminique sous ses diverses formes dans les textiles et l'art a diminué avec le développement des colorants synthétiques au milieu des années 1800. Cependant, le pigment a continué à colorer les aliments, les médicaments et les cosmétiques pour améliorer leur apparence. Entre 1967 et 2009, la Food and Drug Administration des États-Unis a progressivement approuvé l'extrait de cochenille et le carmin à ses fins. Et ces insectes ajoutent toujours de la couleur à divers yaourts, gâteaux, bonbons, boissons et même viande. Certaines personnes sont allergiques aux colorants, ce qui signifie que la FDA oblige les fabricants à indiquer spécifiquement l'extrait de cochenille lorsqu'il en fait partie. Numéro 8. 10 dentistes sur 10 sont d'accord sur ce point. Entrez dans n'importe quelle station-service et vous verrez probablement des rangées de chewing-gum devant la caisse. De nombreuses personnes qui tentent d'arrêter de fumer mâchent du chewing-gum, et il n'est pas rare de voir quelqu'un jouer à un sport en mâchant un morceau. Mais qu'est-ce qui pourrait bien se trouver dans ce produit pour vous donner envie de ne plus jamais mâcher? La réponse est le linoléine. Le linoléine est une sécrétion huileuse provenant des glandes sébacées des moutons, de sorte que leur laine devienne imperméable. C'est similaire à ce que les humains ont et que l'on appelle sébum. Si vous avez déjà remarqué que votre peau, en particulier votre nez, peut soudainement se sentir particulièrement cireuse, brillante ou grasse, cela est dû au sébum. Le linoléine est utilisé dans des produits de soins de la peau tels que des baumes à lèvres ou des hydratants. Et bien que ce soit sans danger, les autorités de santé avertissent toujours qu'il ne faut pas en consommer trop, car cela peut provoquer une intoxication à l'huile de lanoline. De plus, si vous êtes sensible à la laine, vous pourriez avoir une réaction allergique au lanoline. L'intoxication à la lanoline présente des symptômes tels que des vomissements, de la diarrhée et des éruptions cutanées. Malgré cela, la quantité de lanoline utilisée dans le chewing-gum est assez négligeable et elle a été approuvée pour une utilisation dans les produits alimentaires par la Food and Drug Administration. Il est peu probable qu'elle cause des problèmes de santé graves dans ces petites quantités, mais cela ne suffit peut-être pas à vous convaincre de prendre un paquet la prochaine fois que vous vous arrêtez à la station-service. Numéro 7. Évitez la version râpée. Imaginez une soirée dîner en famille. Vous mangez des spaghettis et l'assiette est devant vous. L'odeur de la sauce tomate emplit l'air
et vous êtes prêt à prendre votre première bouchée. Mais avant cela, vous attrapez de la sciure de bois à mettre par-dessus. Attendez, de la sciure de bois. Eh bien, si vous utilisez du fromage parmesan râpé, cela pourrait bien être ce que vous mettez sur vos pâtes. Le parmesan râpé et d'autres fromages râpés contiennent souvent de la cellulose. La cellulose est un dérivé de la pulpe de bois ou des fibres végétales, utilisées pour empêcher l'agglutination et aider le fromage à tomber librement à travers les trous du couvercle. Le fromage contient également du sorbate de potassium, un conservateur qui empêche la moisissure et prolonge la durée de conservation des fruits secs, des gâteaux et des vins. Les deux sont des additifs alimentaires courants et sont sûrs à consommer. Pourtant, des poursuites ont été engagées concernant son utilisation, car le produit que vous achetez n'est pas du parmesan pur. La société derrière la marque Castle Cheese a écopé d'une amende de 500 000 $ pour avoir mal étiqueté son fromage, car elle y ajoutait de la cellulose et du cheddar sans l'indiquer sur l'étiquette. Si vous voulez du véritable parmesan pur ou tout autre type de fromage râpé, il est préférable d'acheter un bloc et de râper le fromage vous-même. Numéro 6. Pas si léger après tout. Le soda est une boisson controversée, car il peut être nuisible lorsqu'il est consommé en trop grande quantité. Pourtant, les gens achèteront la version light de leur soda préféré, croyant qu'elle est moins nocive que le soda classique. Boire la version sans sucre semble être un choix sûr, mais l'édulcorant artificiel utilisé depuis des décennies pour remplacer le sucre dans ces produits sans sucre peut également avoir des effets secondaires négatifs. Cet édulcorant s'appelle l'aspartame. Pendant longtemps, on a cru que l'aspartame était un cancérigène, ce qui a effrayé beaucoup de gens loin de tout produit contenant cet additif. Heureusement, des recherches supplémentaires ont montré qu'il n'y a pas de lien entre l'aspartame et le cancer. Alors, qu'y a-t-il de si mauvais avec cet édulcorant? Eh bien, malgré sa présence dans les boissons dites light, il peut avoir un effet négatif sur votre poids. Lors des études, les chercheurs ont trouvé un lien entre l'augmentation du poids corporel et de la circonférence de la taille et la consommation irrégulière de ces édulcorants. Les participants à l'étude ont montré une augmentation de leur poids corporel. Mais comment est-ce possible? L'aspartame pourrait affecter le poids corporel en augmentant l'appétit des gens, ce qui peut entraîner une plus grande consommation de nourriture. Une personne éprouve le même goût sucré lorsqu'elle consomme des édulcorants, mais le corps reçoit moins de calories que ce à quoi il pourrait s'attendre. Au fil du temps, le corps désapprend l'association entre les goûts sucrés et les calories. Cela fait que les aliments riches en calories ne déclenchent plus la sensation de satiété, ce qui peut entraîner une suralimentation. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas apprécier un soda light de temps en temps, mais la prochaine fois que vous en prenez un, vous voudrez peut-être considérer combien vous en avez consommé récemment et opter pour de l'eau à la place. Numéro 5. Bien cuit, s'il vous plaît. Les hamburgers sont appréciés par de nombreuses personnes à travers le monde. Il existe plusieurs façons de les préparer, mais ce qu'il y a à l'intérieur de la viande peut rendre certains mal à l'aise. Le Slime Rose a été au centre d'une controverse en 2012 après l'exposé d'ABC sur la substance. En gros, il s'agit de viande de bœuf découpée sans la graisse. Après que les meilleures parties du bétail aient été retirées pour les steaks et que les parties moins désirables aient été enlevées pour le hamburger, il reste encore quelque chose appelé les parures, qui sont composées à 80% de graisse et à 20% de viande. Les entreprises chauffent ces parures et extraient la graisse. Cela produit du bœuf qu'elles prétendent être composé à 95% de viande maigre. Elles injectent ensuite ce produit dans de petits tuyaux avec du gaz ammoniaque, ce qui rend la viande plus alcaline et donc moins propice à la croissance bactérienne. Étant donné que les hamburgers classiques qui ne contiennent pas de slime rose ne sont pas traités avec de l'ammoniac, cela soulève la question de savoir pourquoi le slime rose a besoin de ce traitement antimicrobien supplémentaire. Selon l'entreprise Beef Products Incorporated, les parures de bœuf comprennent la plupart du matériau provenant des surfaces extérieures de la carcasse. En conséquence, les parures sont plus susceptibles d'entrer en contact avec des bactéries telles que la salmonelle et des souches nuisibles d'E. coli. L'ajout d'ammoniac résout ce problème de contamination bactérienne. Mais si le slime rose dans votre burger a été correctement traité avec de l'ammoniac lui-même est-il un danger? Comme l'ont souligné de nombreux opposants au slime rose, l'ammoniac est un nettoyant ménager et n'est pas destiné à la consommation humaine.
À quoi de nombreux défenseurs du slime rose ont répondu qu'il s'agit également d'un composé naturel produit par le corps. Et l'ammoniac est naturellement produit dans le corps, mais en tant que produit de déchets. L'ammoniac est responsable de l'odeur de l'urine, qui existe en partie pour évacuer ce déchet du corps. Cela étant dit, comme l'ammoniac est un produit de déchet, le corps est également très bon pour s'en débarrasser. De plus, la Food and Drug Administration des États-Unis classe l'ammoniac comme étant généralement reconnu comme sûr dans les quantités utilisées dans le slime rose. L'ammoniac est également présent dans les puddings, les produits de boulangerie et d'autres produits. Dans un cheeseburger contenant du slime rose, le fromage sur le dessus peut contenir plus d'ammoniac en poids que le steak de bœuf lui-même. Numéro 4. Le 4 juillet pourrait avoir besoin d'une nouvelle mascotte alimentaire. Les hot dogs ont la pire réputation en ce qui concerne la nourriture et la façon dont ils sont fabriqués. Lorsqu'on a remarqué qu'après avoir retiré toutes les bonnes parties d'un animal, y compris les côtes et les steaks, il restait un tas de choses peu attrayantes qui ne devraient vraiment pas être gaspillées. Le désir d'utiliser chaque partie de l'animal a conduit à l'invention de la saucisse et finalement des hot dogs. Que ce soit des hot dogs de bœuf ou de porc, il est fort probable qu'ils soient composés de plusieurs parties d'animaux qui ne sont pas de la viande de première qualité. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, dit ceci à propos de ces parties. Les matières premières de viande utilisées pour les produits précuits sont des parures de muscles de qualité inférieure, des tissus graisseux, de la viande de tête, des pieds d'animaux, de la peau d'animaux, du sang, du foie et d'autres sous-produits comestibles d'abattage. La façon dont ils sont fabriqués peut vous faire tourner l'estomac. Les parures, ainsi que d'autres sous-produits divers et différentes viandes, sont chargés dans d'énormes broyeurs à viande, similaires à ceux que les bouchers utilisent pour acheter les hamburgers à l'épicerie. Toutes ces différentes parties d'animaux sont finement broyées à cette étape pour former une sorte de purée de viande aux textures granuleuses. Une fois que tous les composants ont été broyés ensemble, les ingrédients de saveur et de texture qui aident à différencier une marque de hot dog d'une autre sont ajoutés. Pour votre prochain 4 juillet, nous vous suggérons de prendre une pizza à la place. Sans champignons en conserve, bien sûr. Numéro 3. Danger basé sur les agrumes. Nous avons parlé des sodas diététiques, mais qu'en est-il des boissons à base d'agrumes? Elles peuvent contenir un produit appelé huile végétale brominée ou BVO. Le BVO a été interdit dans les aliments en Europe et au Japon, mais il est encore largement utilisé en Amérique du Nord. 10% des sodas vendus aux États-Unis contiennent cet ingrédient, car il aide à maintenir le goût des agrumes mélangés à la boisson au lieu de flotter à la surface de la canette ou de la bouteille. Alors pourquoi devriez-vous éviter le BVO? Les préoccupations concernant la santé liées au BVO proviennent de l'un de ces ingrédients, le brome. Le brome peut irriter la peau et les membranes muqueuses, qui sont les couches humides du nez, de la bouche, des poumons et de l'estomac. Une exposition à long terme peut provoquer des symptômes neurologiques tels que des maux de tête, des pertes de mémoire et des troubles de l'équilibre ou de la coordination. Par le passé, ces symptômes étaient observés avec une utilisation excessive de sel de bromure, car ils étaient utilisés comme médicaments pour le sommeil. Ces médicaments ne sont plus largement disponibles aux États-Unis. Cependant, des rapports font état de personnes ayant subi des pertes de mémoire et des problèmes de peau et de nerfs après avoir consommé d'importantes quantités de soda contenant du BVO, parfois plus de 2 litres par jour. Bien que très peu de personnes boivent de telles quantités, il existe une inquiétude car le brome semble s'accumuler dans le corps. Bien que la FDA ait initialement classé le BVO comme sûr, l'agence a ensuite inversé cette décision. Pour l'instant, la FDA continue de permettre l'utilisation du BVO en petite quantité, tout en menant des études toxicologiques supplémentaires. Tout comme avec les sodas diététiques, la prochaine fois que vous attraperez un soda au citron vert, optez plutôt pour de l'eau, cela vous fera du bien. Numéro 2. Sucre carbonaté. Il semble que les sodas, en général, ne soient pas très bons pour vous. Et une fois que vous réalisez comment ils sont fabriqués et ce qu'ils contiennent, vous comprendrez pourquoi 3 variantes de la boisson apparaissent dans cette liste. En plus de l'aspartame et du BVO, de nombreuses marques de soda contiennent également de l'acide phosphorique. Cet ingrédient, qui donne aux boissons gazeuses leur saveur acidulée, est également utilisé pour enlever la rouille
et alimenter les piles à combustible. Votre corps a besoin de phosphore, mais trop de phosphore peut causer des problèmes. Des études montrent qu'une consommation excessive de phosphore peut augmenter le risque d'ostéoporose et de maladies cardiaques. Le calcium et le phosphore travaillent ensemble pour former et maintenir des dents et des os sains. Cependant, les minéraux doivent être équilibrés pour être efficaces. Trop de phosphore peut diminuer la quantité de calcium dans votre corps, entraînant une perte osseuse. Cela peut également nuire à votre capacité à utiliser d'autres minéraux, tels que le fer, le zinc et le magnésium. Des recherches ont lié la forte consommation de soda à un risque accru de fractures osseuses. Dans une étude observationnelle, les personnes qui buvaient des sodas quotidiennement ont doublé leur risque de fracture osseuse. Un autre effet secondaire négatif concerne les reins. Vos reins aident votre corps à éliminer l'excès de phosphore. Certaines personnes souffrant de maladies rénales chroniques peuvent devoir surveiller la quantité de phosphore dans leur alimentation, car leurs reins peuvent être incapables d'éliminer l'excès de phosphore. Enfin, l'acide phosphorique est dangereux si vous entrez en contact avec lui en tant que substance chimique. Les fumées toxiques peuvent irriter votre peau, vos yeux et votre système respiratoire. Avons-nous mentionné que la prochaine fois que vous prendrez un soda, il vaudrait peut-être mieux choisir de l'eau? Eh bien, laissez-moi le mentionner encore une fois. Prenez de l'eau, pas un soda. C'est plus sain et vous nous remercierez. Numéro 1. Je crie à cause de ce qu'il y a dedans. Je crie, tu cries, nous crions tous pour la croupe de castor. Vous avez bien entendu. Si la saveur naturelle de vanille figure sur la liste des ingrédients de votre glace, il y a des chances que vous mangiez effectivement de la boue de croupion de castor. Connu sous le nom de castoreum, il s'agit d'une substance décrite comme une boue brune provenant de la glande du castor, située à quelques centimètres de sa glande anale, juste sous sa grosse queue. Cet ingrédient est utilisé par l'animal pour marquer son territoire. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi tellement parfumé que nous l'utilisons pour aromatiser la glace, le chewing-gum, le pudding et les brownies depuis au moins 80 ans. La bonne nouvelle, c'est que le castoreum est difficile à extraire, donc la plupart des fabricants optent pour de la vraie vanille à la place. Pour l'éviter, assurez-vous que votre glace mentionne vanille, extrait de vanille ou vanilline sur l'étiquette, et non pas castoreum. Profitez de votre sundae à la vanille. Et voilà 15 aliments que vous ne jamais achèterez après avoir découvert comment ils sont fabriqués. Avez-vous des pensées ou des commentaires? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner.